Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Bonsoir tout le monde, c'est la quatrième soirée de cours dans le cadre de cette chaire. Et aujourd'hui, je vais traiter surtout l'histoire, comment on est arrivé à ce principe du droit au traitement, le mettre en pratique de façon efficace dans les pays en développement. Et je me souviens que moi, j'ai arrêté de voir les patients atteints d'infection par le VIH en 92 et tous mes patients sont morts. C'était à une époque où il y avait des traitements expérimentaux, mais pas de véritables traitements efficaces. Donc, ça a changé beaucoup aujourd'hui grâce au développement scientifique. Maintenant, avant que je l'oublie, on m'a demandé de vous prier de remplir un papier d'évaluation de cette leçon, comme le fait pour toutes les leçons, pour tous les cours maintenant. C'était commencé par les internautes qui, par millions, suivent ces cours. C'est pour ceux qui veulent écouter ou regarder une deuxième fois, il y a cette opportunité. Donc, on a trouvé ça à l'entrée. Donc, je vais parler surtout disons, de la politique du traitement du sida. Pas le côté technique et le comment et tous les médicaments, mais comment on est arrivé là-bas. Et en parlant très très peu de la préhistoire du traitement, mais surtout à partir de 1996, où le sida devient traitable, au moins pour les riches. Les années de plomb, comme je dis, où il y avait les médicaments disponibles au nord pour les riches, mais où il y avait des millions de décès à cause du sida par manque d'accès au traitement, avec quand même des projets initiaux en Afrique, première réduction des prix, et puis le tournant au début de ce siècle, 2000-2001, et les défis pour l'avenir. Donc ça, c'est un peu le plan du cours. Il y a eu beaucoup de traitements proposés jusqu'en 1996 et même après, de traitements pas efficaces, parfois parce qu'on ne le savait pas, on n'avait pas encore les bons principes. Un exemple, c'est l'AZT, l'azidovudine, qui fait toujours partie du cocktail de trithérapie qui est efficace contre le VIH. Mais à cette époque-là, on n'avait pas encore cette notion qu'il faut utiliser au moins 3 médicaments à cause du haut niveau de mutation du virus. Mais il y a aussi, même après, comme ici en Afrique du Sud, la ministre de la Santé, Mme Manto Tshabela Lamsimang, qui vient de décéder il y a quelques mois, aurait dû être ministre de l'Agriculture, je pense, parce qu'elle préconisait l'ail et l'huile d'olive, etc., comme traitement. Et c'était vraiment très sérieux. Mais il y a eu beaucoup de charlatanisme dans le traitement du sida, et ce n'était pas étonnant parce qu'il n'y avait pas de traitement efficace. Et les résultats étaient désastreux. Ici, vous voyez encore une fois des chiffres pour l'Afrique du Sud, où vous voyez l'augmentation de la mortalité entre 1998 et 2003, et en quasi-absence de traitement antirétroviral au pays. Et aussi bien pour les femmes que pour les hommes, vous voyez ici une augmentation de 3 fois, à peu près 3 fois ou plus, de la mortalité
surtout chez les jeunes adultes et chez les hommes pareil. Donc ça, c'est ça ce qu'on voit en l'absence de traitement. Grand changement à Vancouver en juillet 1996, où on annonçait que on avait trouvé le traitement du sida. Une vague d'optimisme aussi parce que pas tout le monde faisait la distinction entre traitement et guérison, où il y a quand même une grande différence, et il y avait même une présentation à Vancouver qui disait après quelques années, on pourra éradiquer, donc éliminer le virus du corps humain, et donc ce sera une guérison. Malheureusement, ça, ce n'était pas le cas. Entre-temps, il y a maintenant presque 30 molécules différentes qui sont sur le marché, donc il y a eu une explosion de la recherche, mais cette explosion est pratiquement terminée. Ce qu'on appelle en anglais dans l'industrie pharmaceutique le pipeline, donc les perspectives de nouveaux médicaments est très limitée, et j'y reviendrai quand je parle des perspectives à long terme. Donc en somme, il s'agit de prendre au moins 3 médicaments. Au début, c'était très sophistiqué comme traitement, dans ce sens qu'il fallait prendre des médicaments à des temps très bien précis, avec ou sans repas, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué. Voilà quelques étapes importantes dans les 4 années suivant cette découverte importante, qui a vraiment changé l'épidémie du sida pour beaucoup de malades, mais aussi la façon dont on a approché l'épidémie, parce que jusque-là, il y avait que la prévention et l'accompagnement vers la mort. Donc il y avait cette annonce à Vancouver, et puis pratiquement tout de suite, dans les 6 mois, 7 mois, le Brésil a commencé à offrir le traitement. Mais il faut dire qu'en septembre, en France, le traitement était disponible aussi, pas encore pour tout le monde, mais quand même à grande échelle. Dans la plupart des pays industrialisés, il y avait cet accès aux soins, grâce au système de financement, bien sûr, du système de sécurité sociale. Mais le Brésil était le premier pays où il y avait une décision politique, sous la pression surtout de la communauté gay, des activistes, pour offrir ce traitement. Parce que la nouvelle constitution, nouvelle après les années de dictature, cette constitution au Brésil spécifie le droit à la santé comme un droit fondamental pour tous les citoyens. Et donc, il y avait une obligation de l'État d'offrir ce médicament nouveau. Un peu plus tard, en septembre 1997, on avait lancé à l'ONU-SIDA une initiative qui s'appelle en anglais Drug Access Initiative, une initiative pour en fait des projets pilotes pour voir s'il est possible d'offrir ce traitement dans les pays en développement. Et pourquoi est-ce qu'on avait lancé cette initiative? Parce qu'il y avait une résistance, pas du côté viral, mais du côté du virus, mais du côté des experts de tutti quanti, contre cet accès au traitement dans les pays en développement. Et on n'était pas sûr non plus si, dans un environnement de pauvreté, de services de santé très peu développés, de coûts énormes de ce traitement qui, à l'époque, était à peu près de 10 000 euros par an, par personne. Comment est-ce qu'on peut faire ça dans un environnement pareil? Et donc, j'y reviendrai, qu'est-ce qu'on a appris.
Il y a un appel d'Abidjan, je montrais aussi, suivi de la fondation d'un fonds de solidarité thérapeutique internationale, initiative du gouvernement français et de Bernard Kouchner. Et puis en 1998, des laboratoires pharmaceutiques faisaient ce qui est le plus stupide possible en termes de réputation, si vous voulez. Ils faisaient un procès à Nelson Mandela. Il ne faut pas être un génie de communication en dehors de toutes les autres considérations pour voir que ce n'était pas très, très intelligent. Et pourquoi est-ce qu'il le faisait? Parce que le Parlement sud-africain avait voté une loi qui rendait possible la distribution de médicaments génériques en Afrique du Sud. Parce que sous les années de l'apartheid, les médicaments génériques n'étaient pas admis dans le système officiel en Afrique du Sud. Quelque chose qui n'était pas très révolutionnaire parce que ça existait déjà en Europe depuis des années. Mais les réactions de tous les laboratoires pharmaceutiques, 39, je sais pas, étaient quand même un peu une surréaction. Même année, il y avait la fondation du Treatment Action Campaign par Zaki Ahmad, dont j'ai parlé dans les cours précédents, donc en Afrique du Sud, pour exiger l'accès au traitement dans un pays où chaque année, 1,5 million de personnes sont infectées par le VIH et aujourd'hui, il y a à peu près 5 millions de Sud-Africains qui sont infectés par le VIH. Donc c'est un problème qui traverse toute la société et il y a des provinces comme le KwaZulu-Natal où 30 à 40% des adultes sont infectés. Et puis en 1999, les premiers médicaments génériques, les premiers antirétroviraux viennent sur le marché, surtout produits en Inde, par des firmes comme Cipla par exemple. La Banque mondiale lance cette année-là son programme qui s'appelle Multi-AIDS Program, ce Multi-Country AIDS Program qui donnait de l'argent, des dons, pas des prêts, aux pays les plus touchés en Afrique par le sida. Et Médecins sans frontières aussi s'est réveillé en 1999 en lançant une campagne qui allait être très efficace pour l'accès aux médicaments essentiels, mais au début c'était vraiment une lutte pour les médicaments, pour les antirétroviraux. Donc ça c'est un peu les années où il n'y avait pas d'accès, mais préparation. Cette figure montre l'impact quand même spectaculaire de l'introduction du traitement antirétroviral dans une population. Ici aux États-Unis, vous voyez que les décès, la mortalité due au sida entre 87, bon ça commençait en 81, mais augmentait de façon spectaculaire, ça c'est pour le 25 à 44 ans, et atteignait un pic en 16, et puis introduction du traitement, et on voit que la mortalité baisse de façon spectaculaire. Ça a été observé en France, dans tous les pays européens, et ça montre que c'est des médicaments efficaces qui font la différence à long terme, à court terme, etc. Donc il ne faut pas faire beaucoup de dessins autour de là. Mais c'était absent en Afrique, le continent le plus touché. Comme j'en ai parlé quand j'ai traité du sida comme problème politique international, le premier appel pour un accès au traitement, ça a été fait par Jacques Chirac ça c'était en 98 décembre 1997 à Abidjan lors d'une conférence sur le sida à Abidjan. Et suivi du lancement du Fonds de solidarité thérapeutique international par Bernard Kouchner. Et là, c'était donc vraiment en avance de son temps. Le problème, c'était qu'il y avait des promesses, mais l'État ne suivait pas. Il
Il n'y avait pas d'argent associé à ça. C'était très, très limité comme financement et sans argent, l'engagement politique n'est pas ce qu'il faut. Il y a un autre pays qui a pris ça très au sérieux, et ça c'est le Brésil. Le Brésil était vraiment le premier pays en développement à revenu moyen qui a introduit à grande échelle ce traitement avec des bénéfices très sérieux en vie humaine, mais aussi en diminution des coûts d'hospitalisation, qui est le coût le plus important, le coût direct le plus important. Donc nous avons lancé en novembre 1997 un projet pilote dans 4 pays, l'Ouganda, Côte d'Ivoire, Chili, Vietnam. Pourquoi ces pays? Parce que c'était à peu près les seuls pays où le ministère de la Santé était ouvert à accepter ces essais. À cette époque-là, il y avait des doutes énormes du côté surtout des spécialistes en santé publique, des spécialistes en médicaments essentiels. Ils disaient que ce n'était pas possible. Il y avait même, ça c'était plus tard, mais un administrateur de USAID, la grande agence de développement américain, qui disait que les Africains ne sont pas prêts pour ce traitement parce qu'ils n'ont pas de montre ou bien qu'ils ne peuvent pas lire le temps exact, l'heure quand il faut prendre les médicaments. Donc c'était franchement raciste en plus. Mais ça, c'était un peu l'ambiance dans laquelle il fallait commencer à ouvrir cette brèche. Et donc je me suis dit, on doit démontrer sur une échelle plus limitée que ça soit possible. Donc un projet de démonstration, comme on dit. Et ces programmes ont été évalués. Au Chili, le programme a été, après une année, a été intégré presque complètement par le gouvernement, le ministère de la Santé, et donc faisait partie de ce qui est normal de ces structures. Mais au Vietnam, le grand problème était la discrimination, le fait que ceux qui étaient atteints du sida à l'époque, c'était surtout les prostituées, les toxicomanes, et étaient mis dans des camps de rééducation. Donc là, ça marchait un peu moins. Mais aussi bien en Ouganda qu'en Côte d'Ivoire, le programme était un grand succès. Le grand problème, c'était que la demande dépassait de très loin les possibilités. Je crois que d'un point de vue mondial, le plus important, c'est qu'on a pu briser le tabou sur les prix différentiels dans un monde où il n'y avait pas encore de générique. Le prix des médicaments a baissé d'à peu près, c'était $12 000 jusqu'à 7 000, 6 000 $. C'est pas mal comme réduction de prix, mais c'est encore beaucoup trop élevé et hors d'atteinte pour des pays avec des revenus de ce niveau-là. Mais le tabou était brisé parce que jusque-là, les laboratoires pharmaceutiques refusaient de faire d'accepter ces prix différentiels. Mais étaient associés à cette initiative. Donc on a pu démontrer que oui, c'est possible. Et vous voyez ici, en Ouganda, la baisse du prix pour plusieurs médicaments avec les laboratoires qui participaient. Ça rendait possible l'accès dans un cadre hautement subsidié. Comme je l'ai dit ici, la fondation du Treatment Action Campaign était aussi une étape fondamentale parce que ça représentait l'engagement de militants, d'activistes dans cette lutte pour le traitement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça venait du Sud, là où le militantisme sida, jusque-là, était pratiquement le monopole des Européens, des Américains. Et quand j'étais nommé à l'ONU-SIDA en 1995, un de mes premiers voyages était à Washington, entre autres pour
rencontré le mouvement militant SIDA, anti-SIDA, pour obtenir leur appui et pour qu'ils fassent de la pression, du lobbying dans la capitale du pays le plus puissant au monde. Et j'étais très déçu. Après à la réunion, ils étaient très ouverts. Ils disaient, voilà, nous avons tellement de problèmes ici, tant de gens n'ont pas accès aux soins à cause de notre système de santé, et nous avons beaucoup de sympathie pour votre cause, mais malheureusement, on ne peut pas vous appuyer. Donc ça, c'était réponse, un manque de solidarité avec leurs frères, leurs sœurs infectés ailleurs. Donc ça, c'est pour ça que ce lancement de Treatment Action Campaign était tellement important. C'était surtout des militants venant de l'ANC, de la lutte contre l'apartheid, mais qui étaient infectés ou qui étaient gays. Et puis, Médecins sans frontières lançait sa campagne pour l'accès aux médicaments essentiels fin 1999 et visait surtout les grands laboratoires et militait pour l'accès aux médicaments génériques. On n'était pas toujours d'accord parce que pour MSF, les grands laboratoires étaient mauvais et il fallait seulement traiter avec les génériques. Moi, j'étais plutôt du côté de Deng Xiaoping, vous vous souvenez, qui disait enfin, je ne parle pas chinois, donc c'est peut-être pas la bonne citation, n'importe quelle la couleur du chat, aussi longtemps qu'il attrape les souris. Et que notre objectif doit être de sauver des vies et de faire pour que les médicaments atteignent là où les patients sont. Donc, on a toujours, à l'ONU-SIDA, on a toujours travaillé avec aussi bien les grands laboratoires et les producteurs de génériques, qui d'ailleurs sont aussi des entreprises qui essayent de faire des bénéfices. C'est tout à fait honorable. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais souvent, ils sont représentés comme des entreprises qui font ça pour les beaux yeux ou je ne sais pas quoi, de l'humanité, et les autres font ça seulement pour les bénéfices. La nature du business est exactement le même. Mais leur entrée sur le marché était quand même extrêmement importante parce que ça mettait une pression sur les grands laboratoires pour baisser les prix. C'est en 2000 et 2001 qu'on a pu faire vraiment accélérer du côté politique l'accès au traitement. J'en avais parlé la semaine passée. Le millénium commençait très bien en ce qui concerne la lutte contre le sida. Le 8 janvier, réunion spéciale du Conseil de sécurité sur le sida, présidée par le vice-président Al Gore à l'époque. Et ça a mis le sida à un agenda bien supérieur qu'avant. Et le même mois, il y avait le Forum économique mondial à Davos, comme chaque année. Et c'est là que, depuis des années, j'essayais de parler aux PDG des grandes entreprises, des grands laboratoires pharmaceutiques, pour les convaincre de participer à cette lutte, de baisser les prix pour les pays en développement. Et comme chaque année, on avait une réunion. Là, il y avait aussi Mme Brundtland, qui était devenue directrice de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Et on avait eu ces rencontres et tous les deux, on pensait que c'était encore du temps perdu, on n'avait fait aucun progrès. Mais un mois plus tard, on nous appelait et les mêmes PDG qui avaient dit « pas possible de baisser les prix, nos actionnaires ne seront pas d'accord, on va avoir de la réimportation parallèle des produits vendus à bon marché en Europe, aux États-Unis, ce n'est pas possible, merci beaucoup, mais ça ne marche pas. » Et appuyé aussi par des avocats anti-trust, parce que un des problèmes de leur point de vue, c'est que à l'époque en tout cas, aucun laboratoire produisait 3 antirétroviraux qu'il faut. Donc il fallait toujours collaborer avec d'autres. Donc il y avait quand même des possibilités d'accusation de collusion sur les prix. Et là où, dans mon esprit,
les lois antitrust ont été faites pour empêcher des collusions de prix qui vont à la hausse, mais apparemment, pour aller vers le bas, pour un avocat, c'est la même chose. Mais donc, quelques mois après, 5 laboratoires étaient d'accord pour baisser leur prix. Et ça fait, pour cette fois-ci, c'était l'ONU-SIDA et l'OMS, et on a lancé cette initiative accélération de l'accès. Et deux premières réactions, attaque par les ONG, les activistes, bien sûr, comme on dit, aucun no good deed remains unpunished, hein, mais aussi des ministres de la Santé africains qui étaient très opposés à ça. Il y avait l'Assemblée mondiale de la santé et sous le leadership, je dirais, de la ministre de la Santé sud-africaine, le ministre de la Santé africain disait « Vous ne nous avez pas consultés, on ne peut pas se permettre que vous nous créez tout un problème là-bas. » Il ne parlait pas du problème qu'ils ont avec tous ces gens qui meurent, non. Mais vous créez un problème pour nous en baissant le prix et c'est inacceptable. Donc c'était une réaction qui quand même m'étonnait un peu. Mais quelques mois plus tard, il y avait la 13e conférence sur le sida à Durban. Donc chaque année, tous les 2 ans, il y a ces conférences qui rassemblent 20 000, 25 000 personnes. Pour la première fois, cette conférence se passait en Afrique, en fait en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Et l'accès au traitement était vraiment à l'agenda. Nelson Mandela a fait un grand plaidoyer, il y avait des manifestations, il y avait énormément de publicité dans les médias, et ça a aidé beaucoup, c'était un tournant en fait. Et puis aussi, même la Commission européenne se réveillait avec une table ronde présidée par Prodi, le président de la Commission même, et qui rassemblait pas seulement les grands laboratoires pharmaceutiques, mais aussi les producteurs de génériques et tous les États membres. Donc ça, c'était aussi une étape très importante. Et c'est là que Pascal Lamy, qui à l'époque était le commissaire au commerce extérieur, a joué un rôle extrêmement important. Je le mentionne parce que l'année après, il devenait c'est quoi le titre? Secrétaire général de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Donc ça, c'était j'entre dans les détails, mais ça créait un environnement qui allait mener après à une baisse des prix, à des mécanismes de financement et un environnement politique favorable. Ce qui manquait encore, c'était en fait une protection d'un côté des brevets, mais d'un autre côté, la possibilité pour les pays en développement d'importer des médicaments génériques, et c'est ça ce qui est fait sous l'impulsion de Pascal Lamy. Donc en 2000, quand on a annoncé cette baisse des prix, une baisse des prix de 2/3, de 3/4, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de scepticisme, mais d'un autre côté, c'était la première fois aussi que du côté des Nations Unies, on traitait avec la grande industrie. On travaillait en étroite collaboration, mais pas très ouvertement toujours, avec des activistes, des groupes comme Health Gap. C'est un groupe d'activistes américains qui était très bien organisé et qui, par exemple, chaque année donnait des rapports sur chaque laboratoire, sur les bénéfices, sur les produits de vente et pourquoi ils ne font pas baisser le prix. Il y avait aussi du côté des institutions internationales et des agences de développement un refus pratiquement total de discuter de l'accès au traitement. Ce n'est pas pour viser la Banque mondiale parce que c'est typique pour ce qui se passait à l'époque en dehors de la France et du Luxembourg. Et c'était ça. La réalité brutale est que ceux qui pourraient payer
pour le traitement du sida en Afrique, l'industrie pharmaceutique, la réduction de prix, et les contribuables de pays riches par l'aide au développement, très probablement ne le feront pas. Ça, c'était ce qui était le sens commun, et c'était, presque tout le monde était d'accord que ce n'était pas possible. Mais j'avais la chance d'avoir un très bon patron, Kofi Annan, qui en faisait sa cause à partir d'à peu près de 2000. Donc, ce qui a mené à cette session extraordinaire sur le sida de l'Assemblée générale des Nations unies en 2001, en juin. Mais, comme je l'ai mentionné avant, là où il y avait une très bonne déclaration qui était signée par tous les États membres, il y avait un grand vide, et ça, il y avait un manque d'engagement concret et d'un objectif concret en ce qui concerne l'accès au traitement. Et ça, je ne vais pas lire ça, mais c'est très habituel dans les négociations multilatérales. Quand on ne trouve pas d'accord, on utilise beaucoup de mots pour dire beaucoup de choses et pour dire qu'on va s'efforcer de faire quelque chose, mais ça ne veut rien dire. C'est parce que ce n'est pas un engagement. Quand on dit je vais m'efforcer de faire quelque chose, je vais faire de mon mieux, voilà. Tandis que pour d'autres choses, par exemple pour le financement, il y avait un objectif spécifique. On va se mettre ensemble pour trouver 7 milliards de dollars pour l'année 2005. Ça, c'est concret. Ici, c'était s'assurer, d'assurer, s'efforcer d'assurer. Vous voyez, c'est déjà, ça c'est le langage avec lequel j'ai dû vivre pendant très longtemps. Donc ça, c'était un échec parce qu'il y avait cette opposition de tous les pays européens, sauf la France, Luxembourg, les États-Unis, les pays africains, etc. L'accord qui venait en novembre, qui était à l'OMC à Doha, était fondamental. Donc il y a des accords sur la protection de la propriété intellectuelle, mais on faisait une exception pour les épidémies. Nous reconnaissons la gravité des problèmes, blablabla. Nous reconnaissons que la protection, et nous convenons que l'accord sur les ADPIC, donc qui protège en fait les brevets dans tous les pays, n'empêche pas et ne devait pas empêcher les membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique, etc. Donc ils ont changé les règles du jeu du commerce international et qui rendait possible pour un pays d'invoquer cette clause pour même faire de la production locale en donnant bien sûr une compensation raisonnable à ceux qui ont les brevets. Quand on parle de résistance, quand on parle de sida, on pense au virus, mais la résistance humaine est beaucoup plus importante. C'est la résistance des experts qui a été notre grand problème, la résistance d'ordre non viral. Donc il y avait les experts en santé publique. D'un côté, le sida venait vraiment de déranger tous les objectifs qu'on avait mis, mais aussi ils avaient des arguments qui étaient très raisonnables. Ils disaient que les services de santé dans les pays les plus touchés fonctionnent très mal. Il n'y a pas assez de ressources humaines. On ne peut pas faire le contrôle de qualité. On ne peut pas assurer que les médicaments seront toujours là, etc. Donc, vous connaissez ce genre d'arguments qui sont réels. Mais plutôt de se concentrer sur les problèmes, il faut se concentrer sur comment résoudre ces problèmes. Il y avait aussi tout un lobbying de médicaments essentiels à l'OMS, tout un programme qui faisait des notes qui essayait d'empêcher que les antirétroviraux, donc les médicaments anti-VIH, figurent sur la liste des médicaments essentiels pour une maladie qui tue et qui tuait à l'époque plus de 3 millions de gens. C'était quand même assez fort qu'il y avait cette résistance. Et le raisonnement était que c'est trop cher, etc. J'ai mentionné les spécialistes en développement international, les institutions, les politiciens, j'ai mentionné les ministres de la Santé, les ministres des Finances qui avaient peur de l'impact sur leur budget,
Et puis les négationnistes, ça c'est le président Mbeki, et j'en ai parlé amplement il y a 2 semaines, qui ne croyait pas que le VIH cause le sida et au contraire était persuadé que c'est les antirétroviraux, les médicaments qui tuent les gens. Grand changement en 2002, suite au sommet G8 et suite à la session sur le sida de l'Assemblée générale, on a créé le Fonds mondial de lutte contre le sida, mais aussi la tuberculose et la malaria. Donc ça sont des bénéfices de la lutte contre le sida, les bénéficiaires, et avec priorité l'accès au traitement. Suivi en 2003 par l'initiative de Bush, ça a surpris tout le monde, quand le président Bush a demandé 15 milliards de dollars pour la lutte contre le sida sur 5 ans. Et c'est ce programme-là qui en bref s'appelle PEPFAR, l'initiative du président pour le sida, et qui était menée d'abord par un ex-PDG de Lilly, et ça soulevait la suspicion et les théories de conspiration, bien sûr, étaient très courantes, mais je trouve qu'ils ont fait un travail fantastique. Et maintenant, vous voyez qu'il y a plus de 2 millions de personnes dans le monde dont la survie quotidienne dépend de l'argent du contribuable américain. Et ils sont aussi les plus grands contributeurs du Fonds mondial avec la France. Et vous voyez que maintenant, ça c'est Mark Dybul qui était le directeur du programme après la démission du premier directeur. Ils ont concentré leurs efforts sur une quinzaine de pays et surtout les pays les plus touchés. Et vous voyez, d'une façon qui n'est pas très durable, je pense. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est ils ont dit c'est une emergency, donc une urgence, et ils ont mis les moyens avec des ONG américaines, des universités, pour démarrer ce programme. Aujourd'hui, le temps est à l'intégration de ce programme dans des structures existantes et pour ne pas dépendre exclusivement des institutions américaines qui le font. Mais ça a sauvé énormément de vies, tout comme le Fonds mondial. En même temps, avec l'OMS, on a lancé une initiative avec un objectif de traiter 3 millions de personnes pour l'an 2005. L'idée était vraiment d'engager d'autres bailleurs de fonds. Parce qu'à part les États-Unis et la France, parce que c'est Bush qui a changé la politique des États-Unis en faveur du traitement, il y avait la France, les autres bailleurs de fonds européens étaient très opposés à ce financement. Depuis qu'il était parti comme président, Clinton est devenu aussi très actif dans la lutte contre le sida, avec sa fondation, et ils ont surtout contribué à faire diminuer le prix des médicaments pour le VIH pour les enfants et pour les médicaments comme deuxième ligne. Donc ça, c'était sa contribution. Il y a des pays qui n'ont pas attendu les contributions de la communauté internationale des pays riches. J'ai mentionné le Brésil, mais il y a aussi le Sénégal, qui a vraiment été un pionnier pour l'accès au traitement. Ici, vous voyez le professeur Suleiman Nboub, qui vraiment a été un des grands pionniers avec le docteur Ndoye et pour introduire ces médicaments. Autre pays, c'était le Botswana. Mais là, c'était différent. D'un côté, ici, vous avez un président, ou ex-président maintenant, qui est un manager, et avec l'appui de la Fondation Gates et du laboratoire Merck, a lancé un programme très ambitieux qui visait à offrir le traitement à tous les citoyens
du Botswana. Et ils ont réussi. Ils ont maintenant un taux de traitement qui dépasse les 85%. C'est un pays petit. Ils ont la population de 1 600 000 habitants. Et suite à cela, on voit maintenant une baisse de la mortalité. Et leur grand défi maintenant, c'est le long terme et c'est la prévention. Et tout ça, c'est en contraste avec ce qui se passe en Afrique du Sud, et je l'ai déjà mentionné, donc pour ceux qui étaient à des cours précédents, vous voyez ici l'augmentation de la mortalité chez les femmes en Afrique du Sud à cause du fait qu'il n'y avait pas ce traitement qui était offert, là que dans le pays voisin du Botswana, on a vu une baisse de la mortalité. Mais quels étaient les obstacles? Tout d'abord, il fallait développer cet environnement politique favorable, l'intérêt des grands laboratoires, des producteurs de génériques, des gouvernements des pays affectés. Mais puis, malgré tout cela, ça n'avançait pas et il fallait une baisse du prix des médicaments. Et vous voyez ici pour l'Ouganda, le coût d'un traitement pour une année, pour une personne, 98, 12 000 $, puis avec cette initiative de l'ONU-SIDA, une baisse d'à peu près 40% du prix, mais toujours beaucoup trop élevé. Et puis pendant toute une année, on avait une baisse très légère du prix, et en 2000, vous voyez ici une baisse fantastique, avec en même temps l'apparition en Ouganda des producteurs de génériques qui venaient de l'Inde. Aujourd'hui, plus de la moitié des médicaments contre le sida en Afrique viennent de l'Inde. C'est aussi un changement dans le spectre ou l'espace commercial des médicaments. Les producteurs pharmaceutiques indiens le siècle passé, produisaient pour l'Inde. Maintenant, ils produisent pour tout le monde. C'est comme on peut prendre maintenant l'avion pour aller à New York de Bruxelles. Le meilleur avion, c'est Jet Airways. C'est une compagnie indienne. Qui aurait pensé ça il y a 10 ans? C'est la mondialisation aussi. Donc, vous voyez l'impact du prix, le prix qui a baissé, et le prix le plus bas aujourd'hui des mêmes médicaments qui coûtaient 12 000 $ en 1998, aujourd'hui est un peu de moins de 100 $. Donc, vous voyez une différence énorme. Et ici, c'est grâce à l'action de Médecins sans frontières, vous voyez ici le MSF, qui avait commencé en Afrique du Sud à importer des produits génériques de l'Afrique, de l'Inde, et à des prix, vous voyez ici, ça c'est le prix des médicaments, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça c'était les prix officiels, les prix des médicaments importés par MSF, et à un moment donné, tous les prix ont baissé grâce à cette compétition. Maintenant, oui, ça aurait dû être en couleur, je m'excuse pour cela, mais ce que je voulais montrer ici, c'est surtout le fait que les médicaments n'interviennent pas, ce n'est pas tout le prix du traitement. En fait, aujourd'hui, ici vous voyez dans le secteur public, ça c'est pour 2004, au Nigeria, le prix du médicament ici intervient pour à peu près un tiers du coût du traitement dans le secteur public. Dans le secteur privé, les médicaments coûtent à peu près la moitié parce qu'ils sont vendus à un prix beaucoup plus élevé, plus de 1 000 $. Donc ça représente la moitié, tandis que le secteur public, c'est un tiers. Mais il y a encore d'autres, il y a les salaires, il y a la formation, le laboratoire, etc. Donc je crois qu'on a atteint le minimum du prix, en tout cas pour la première ligne, pour après c'est différent. Donc quel est le résultat? Le résultat est en fait une augmentation spectaculaire, jusqu'à 4 millions de personnes sous traitement aujourd'hui. Ça, c'est les derniers chiffres. Aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus,
peut-être 4,5 millions à la fin de 2009, ou 5 millions. Mais quand même, il faut aussi voir qu'on a perdu énormément de temps. Là où la découverte et la mise sur le marché étaient en 1996, et ce n'est que 10 ans plus tard, il y avait un peu plus d'1 million d'Africains qui étaient sous traitement. Là où le besoin pour les Africains était de 5 à 6 millions. Bon, je vais... Où est-ce qu'on est là? Vous voyez que ici, vous voyez le pourcentage des gens qui sont sous traitement comparé aux gens qui en ont besoin. Et dans un pays comme la Namibie, maintenant, c'est comme le Botswana. Le Rwanda, aujourd'hui, aussi a dépassé les 80%, comme la Thaïlande. Donc, ça sont des pays qui ont vraiment fait un effort exemplaire. Il y en a d'autres où on a encore un grand chemin à faire. Pour une fois, les femmes ont eu un meilleur accès à cette nouvelle technologie que les hommes. Je le mentionne parce que c'est tellement exceptionnel. En général, c'est l'inverse. C'est les hommes qui en profitent le premier. Et un peu partout, vous voyez la couverture pour les femmes ou comparée aux hommes pour l'accès au traitement. Et dans presque tous les pays, sauf ici en Guinée, je ne sais pas pourquoi, et en Inde, c'est les femmes qui ont plus d'accès que les hommes. Et pourquoi est-ce dû? Probablement au fait que le dépistage est souvent basé et beaucoup plus répandu pour les femmes enceintes, et que c'est là que c'est le point d'entrée d'un accès aux médicaments. Ça, c'est dans des pays où une épidémie hétérosexuelle. Comment est-ce qu'on est arrivé, donc, pour résumer, et avant de passer à l'avenir, au défi, comment est-ce qu'on est arrivé à cet accès au traitement, qui est encore imparfaite? Ça représente à peu près 40 à 50% des besoins. Donc, le verre est à mi-vide ou à mi-rempli. Tout d'abord, qu'il y avait une stratégie qu'on avait développée dans les années 80 où on a dû travailler sur plusieurs fronts, le front politique, le front avec les laboratoires, le front des prix, le front du financement, le front des programmes. Le rôle important de cette société civile internationale, qui était de mieux en mieux organisée et qui a été extrêmement efficace dans plusieurs pays, et une combinaison d'arguments moraux, mais ça ne suffit pas. Il y a tellement de problèmes, pauvreté, etc., mais aussi offrir une solution. Donc, en même temps de dénoncer les injustices, il faut travailler aussi aux solutions pragmatiques. Des coalitions importantes qui, comme je l'ai mentionné, qui incluent des églises, des grandes entreprises qui perdaient leurs employés, les agences de développement à la fin, etc. Et puis, il faut dire aussi, un environnement financier favorable. Le début de ce siècle était une époque de développement économique, d'augmentation de l'aide au développement, d'optimisme, et nous savons bien ce qui s'est passé depuis, et donc c'est pour ça que je suis très inquiet pour l'avenir. Pour terminer, quelques défis pour l'avenir. D'un côté, il y a des défis opérationnels, des défis de financement, de recherche et développement. Comme j'ai dit, les investissements pour le traitement du sida diminuent dans l'industrie. Et puis, il y a aussi des défis de durabilité. Je n'en parlerai que très, très peu ici parce que ma dernière leçon traite sur le long terme. Premier défi, c'est un défi, disons, opérationnel, c'est que beaucoup de patients viennent très tard quand ils ont déjà atteint un stade de sida très avancé, et donc il n'est pas étonnant qu'ils
ils meurent précocement. Et ça, c'est une statistique d'une clinique de Médecins sans frontières à Khayelitsha, près du Cap, de Cape Town. Et pour les patients qui arrivent avec, avec un taux de lymphocytes CD4 de moins de 50, ça veut dire que leur système immunitaire est vraiment quasiment détruit. Pratiquement, la majorité meurt même sous traitement, parce qu'on arrive trop tard. Tandis que ceux qui sont moins immunodéprimés, la survie était vraiment beaucoup mieux. C'était pas moins, était beaucoup mieux. Donc là, il faut augmenter le diagnostic précoce et faire pour que les patients arrivent. D'ailleurs, c'est un problème qu'on trouve même en Europe, mais de façon moins spectaculaire. Mais parce qu'il y a des gens qui disaient « Oh, ce traitement ne marche pas parce qu'il y a une grande mortalité en Afrique. » Mais il faut voir qui prend le traitement, en quel stade de la maladie. Autre problème, c'est l'adhésion au traitement. Ça, c'est un problème partout, mais en Afrique, et je ne vais pas entrer dans les détails, ça c'est une étude en Zambie sur 27 000 individus, que l'adhésion au traitement en Afrique est aussi bonne qu'en Europe et parfois meilleure. Mais il faut voir à long terme comment ça va se passer. Parce qu'il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de partager parfois le traitement avec des membres de la famille, etc. Et puis il y a les problèmes d'infrastructure. Il ne faut pas oublier que dans des pays où il y a 20, 30, 40% des adultes sont séropositifs, que ça représente un énorme fardeau pour le système de santé. Comme je l'ai dit ici, imaginez-vous qu'en France, 20% de la population adulte serait infectée par le VIH. Le système de santé est déjà sous grande pression, disons. Il s'effondrait. Et comment est-ce qu'on attend alors que des pays beaucoup plus pauvres fassent face à une épidémie pareille? Et là, donc, il y a ici une étude qui a été faite en Ouganda et qui montrait en fait que des volontaires de la communauté sont aussi efficaces que des médecins et des infirmiers pour assurer le suivi du traitement, sans entrer dans le détail, mais qui coûte beaucoup moins cher. Autre problème, c'est une épidémie de tuberculose qui suit l'épidémie du VIH comme son ombre. Et qu'on doit donc faire pour qu'il y ait un traitement double dans beaucoup de pays. Et ça n'a pas encore été bien intégré. Autre problème de long terme, c'est le coût du traitement de deuxième ligne. Sous traitement antirétroviral, surtout les patients qui ne prennent pas rigoureusement leur traitement, il y a un développement de la résistance, donc les médicaments de première ligne ne suffisent plus à traiter quelqu'un. Et donc ici, vous voyez l'évolution du coût du traitement au Brésil, et on voit un doublement pratiquement de ce coût en 5 ans. Et c'est dû au fait qu'il faut prendre beaucoup plus de ces médicaments de deuxième ligne qui coûtent beaucoup plus cher, où il n'y a pas encore toujours des alternatives de deuxième générique. Je crois que ce qui s'est passé aussi, c'est que l'attitude, la mentalité des grands laboratoires a changé beaucoup. Je me souviens quand, dans les années 80, je commençais à parler au PDG des grands laboratoires, ils n'étaient pas bien au courant de la situation dans le tiers-monde. L'Afrique représente 2 à 3% du chiffre d'affaires mondial des produits pharmaceutiques. Donc, ce n'était pas sur leur réseau, sur leur écran. Et maintenant, ils ont compris aussi qu'il y a quand même
une réputation à défendre. Et ici, vous voyez, ça c'est, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le nouveau PDG de GlaxoSmithKline, Andrew Whitty, un discours qu'il a fait il y a un an à Harvard, et où il fait vraiment, il développe une nouvelle politique pour l'industrie, et ils sont d'accord avec des brevets plus flexibles pour les pays en développement, pour des prix différentiels. Et la plupart des grands laboratoires aujourd'hui, quand ils mettent sur le marché un antirétroviral, vont opter pour un prix différentiel dès le premier jour pour les pays à revenus bas, pour les plus pauvres, et un autre prix pour les pays, les marchés riches. Le problème, c'est les pays à revenus moyens. C'est les pays émergents, les futurs marchés. C'est là que souvent il y a les prix peuvent parfois être plus élevés qu'ici. Voilà, ça c'était un peu mon histoire de cette lutte pour l'accès au traitement. Il y a d'autres versions, bien sûr, et d'autres acteurs. On n'a pas encore mis ensemble tous les aspects pour arriver à ce qui s'est vraiment passé. On a le temps pour des questions si vous êtes intéressés. Et merci pour votre attention.